Vous avez un espion dans votre poche en permanence. Il traque le moindre de vos gestes, vos déplacements, vos recherches, vos contacts. Et quand les enquêteurs de police s'y intéressent, ils peuvent apprendre énormément de choses sur vous en très peu de temps. Votre téléphone est un mouchard et son point faible, c'est votre carte SIM. Plus précisément, votre numéro de téléphone. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment la police identifie quelqu'un derrière une ligne mobile. C'est la base d'une immense partie des enquêtes judiciaires. C'est devenu un réflexe pour les enquêteurs, tout simplement parce que la téléphonie s'est glissée partout dans nos vies. Vous avez peut-être déjà regardé ma vidéo sur la façon dont la police géolocalise votre téléphone portable. On y avait vu quelques bases techniques. Si c'est pas le cas, je vous mets le lien en description, juste ici, et pas de panique, on va reprendre l'essentiel. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours. Quand vous avez une carte SIM ou une eSIM, vous avez un numéro de téléphone. Ce numéro s'appelle techniquement un MSISDN pour Mobile Station International Subscriber Directory Number, littéralement le numéro de répertoire de l'abonné mobile. Vous le lisez comme un simple 06 ou 07, mais en réalité derrière, il y a toute une structure. Il y a l'indicatif pays, donc le plus 33 pour la France, puis le préfixe mobile, et enfin le numéro propre à l'abonné. Le vrai format international, c'est pas 06 11 22 33 44, c'est plus 33 6 11 22 33 44. Ce format est compris et il est traité sur les réseaux partout où il circule dans le monde. Et ce numéro, il suit son utilisateur comme son ombre. Il peut être rattaché à plusieurs cartes SIM au fil du temps, à plusieurs mobiles via l'IMEI. Il vous suit avec le changement d'opérateur grâce à la portabilité et vous pouvez garder le même numéro en changeant d'opérateur encore et encore, ce qui n'est plus le préfixe seul qui dit qui vous héberge réellement. Alors la vraie question pour les enquêteurs, c'est celle-ci. Qui se cache derrière un numéro de téléphone et son activité? Et surtout, comment rattacher à une personne réelle des communications, des connexions et des déplacements? Il faut tout de suite faire une distinction hyper importante. Le titulaire d'une ligne n'est pas nécessairement son utilisateur réel. L'objectif d'une enquête, c'est pas juste de lire un nom dans un fichier, c'est de discriminer et d'éliminer les fausses pistes et d'identifier la bonne personne derrière la ligne téléphonique. Pour cette vidéo, on va prendre un exemple fictif. Un député reçoit des menaces de mort par SMS. Une enquête est ouverte rapidement pour en déterminer l'auteur. Première étape, et elle est souvent sous-estimée, il faut identifier l'opérateur à qui adresser la demande. On ne va pas arroser les 150 opérateurs télécoms du pays au hasard, d'autant que ces réquisitions ont un coût, et c'est l'État qui paye. L'ARCEP, l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes en France, tient un registre appelé AEROP. L'enquêteur le consulte et en quelques secondes, il sait quel opérateur est responsable de la ligne. Pendant longtemps, c'était direct. Chaque opérateur avait une tranche de numéros dédiée. Avec la portabilité, ça s'est un peu complexifié, mais le registre reste fiable. Chaque mouvement est enregistré. Une fois l'opérateur identifié, il existe deux façons de lui adresser la demande. La plus rapide aujourd'hui, c'est la PNIJ, la plateforme nationale des interceptions judiciaires. En place depuis une dizaine d'années, cette plateforme commune à la police, la gendarmerie et les douanes centralise les réquisitions auprès des opérateurs mobiles, fixes et Internet. Elle gère aussi les écoutes téléphoniques et la géolocalisation dans le cadre judiciaire. Notre enquêteur, on va l'appeler le brigadier Dumont. Il ouvre donc une demande d'identification d'abonnés, l'adresse à l'opérateur concerné, on va dire Orange, ça va coûter exactement 3,06 €. Si vous êtes curieux, je vous mets en description le référentiel public qui liste tous les types de réquisitions numériques et leurs tarifs, et quelques secondes après, la réponse tombe. Ça fonctionne pour les grands opérateurs historiques comme Orange, SFR, Free et Bouygues, et pour d'autres, notamment ce qu'on appelle les MVNO, pour les opérateurs mobiles virtuels comme Lyca Mobile ou Leclerc Télécom, c'est différent. Un opérateur virtuel mobile, c'est un opérateur qui loue du trafic sur le réseau d'un autre. Il gère ses abonnés, mais ce sont les opérateurs avec l'infrastructure qui voient passer les données de connexion. Ces acteurs ne sont pas tous connectés à la PNIJ. Donc, dans ce cas, c'est la bonne vieille réquisition papier ou par mail qui va faire le travail. Notre enquête avance. Le brigadier Dumont reçoit sa réponse. La ligne 06 22 33 44 55, vous avez bien compris, c'est un exemple fictif pour la vidéo, celle qui a envoyé des menaces de mort au député, est déclarée au nom d'un certain Sébastien Tombal, domicilié à Juvisy-sur-Orge. Que les menaces aient été envoyées par SMS ou par appel ne change pas grand-chose au raisonnement. Il faut d'ailleurs casser un mythe au passage parce qu'on me pose régulièrement la question. Les appels anonymes n'existent pas, du moins pas au sens où on l'entend. Ce que vous appelez un appel anonyme, c'est en réalité un appel dont la présentation du numéro a été masquée pour votre correspondant. En langage technique, on appelle ça le CLIR, Calling Line Identification Restriction. Vous pouvez activer l'option avec le 3651, soit dans les paramètres de votre téléphone. Et votre numéro ne s'affiche plus à l'écran de la personne que vous appelez. Mais cette restriction ne touche que la couche applicative, ce que votre interlocuteur va voir sur son téléphone.
Et en dessous, la signalisation du téléphone, qui repose sur le protocole SS7, transporte, quoi qu'il arrive, l'identifiant complet de la ligne appelante. Donc l'opérateur qui achemine l'appel voit votre numéro. Le réseau le voit, il est enregistré. La suppression d'affichage est une décision de présentation, pas d'anonymisation. Donc, si quelqu'un vous dit c'est un appel anonyme, on ne peut pas le tracer, bah, c'est faux et c'est très trompeur. Alors, qu'est-ce que l'enquêteur peut obtenir sur ce cher Sébastien Tombal? D'abord, les informations fournies à la souscription, puis toutes celles qui se sont agrégées au fil du temps. Donc, on retrouve évidemment le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'adresse déclarée, potentiellement une adresse email, un autre numéro de téléphone de contact. On peut aussi retrouver un utilisateur déclaré distinct du titulaire. Ça arrive quand une ligne a été ouverte au nom d'un parent pour un enfant ou un proche. On a également la date de souscription et le type d'offre, forfait prépayé, ligne d'entreprise, et les anciens numéros associés si le dossier client conserve un historique. Viennent ensuite les identifiants techniques. L'ICCID d'abord, donc pour Integrated Circuit Card Identifier, c'est le numéro de série gravé sur la puce de la carte SIM physique, elle-même unique au monde, comme un numéro de châssis sur une voiture. Si vous perdez votre SIM et qu'elle est remplacée, l'ancien ICCID reste dans les archives de l'opérateur. Il ne change pas avec l'abonné ou avec le numéro. Il est propre à la carte. Ça permet de retracer l'historique matériel d'une ligne même après remplacement. Ensuite, on a l'IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Lui, c'est l'identifiant d'abonné stocké dans le profil SIM, celui que le réseau utilise pour vous reconnaître et vous authentifier. Contrairement à l'ICCID qui identifie la carte, l'IMSI identifie le profil d'abonnement. Il reste associé à votre ligne même si vous changez de carte SIM. Et enfin, l'IMEI, le plus connu, celui qui identifie le terminal physique, le téléphone lui-même, indépendamment de quelle SIM est inséré dedans. À cela s'ajoutent les données de facturation, moyens de paiement, RIB, carte bancaire, et pour les lignes prépayées, les historiques de rechargement. Et parfois même les pièces d'identité numérisées lors de l'ouverture de la ligne. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le croisement de données. C'est la vraie force d'une enquête. Une information prise seule peut être vieille, elle peut être fausse, elle peut être incomplète. Mais si vous l'ouvrez, elle mène souvent à une autre, puis à une autre information. Imaginez que certaines infos soient périmées au bidon. On les prend une par une et bah, on tire le fil. Le nom et le prénom passent dans les bases de données de l'État. L'adresse mail fournie à la souscription remonte au fournisseur de messagerie, qui peut à son tour livrer d'autres éléments déclarés, donc un autre nom, un autre numéro, une autre adresse IP de connexion. Et cette adresse IP peut être creusée à son tour. Même logique avec une carte bancaire. À qui appartient-elle? Quelle transaction? Quel secteur? Quel lien? Dans une enquête, chaque petite donnée laissée derrière vous est un caillou sur le chemin de votre identité réelle. Pris séparément, un caillou ne dit pas grand-chose, mais mis bout à bout, ça forme une route. Autrement dit, la réponse brute de l'opérateur ne suffit pas toujours à identifier la bonne personne, mais elle donne déjà énormément de matière pour vérifier que le suspect désigné par les fichiers est bien le véritable utilisateur. Maintenant, autre hypothèse d'enquête, la recherche inversée. Notre enquêteur veut retrouver tous les numéros de mobile potentiellement utilisés par Sébastien Tombal. Il peut réquisitionner dans l'autre sens. Il part d'un nom, d'un prénom, d'une date de naissance et interroge plusieurs opérateurs. Même logique avec une adresse postale. Sur un immeuble en ville, la liste peut vite devenir longue. Avec un mail, avec des coordonnées bancaires, avec un numéro de recharge prépayé, tout est possible. Et l'identifiant le plus redoutable pour cet exercice, c'est l'IMEI. Une recherche inversée sur l'IMEI permet de voir quelles lignes ont été utilisées avec un terminal donné, avec un téléphone, et sous quel dossier il a pu apparaître. Le brigadier Dumont trouve une carte SIM lors d'une perquisition. Eh bien, il saura immédiatement à quelle ligne elle correspond et tout ce qui remonte avec. Il trouve un téléphone, son IMEI devient un point d'entrée pour retracer tout un écosystème de lignes et d'usages qui sont passés par ce smartphone. La seule vraie limite, en fait, c'est l'imagination de l'enquêteur. Il faut se représenter tous ces identifiants comme un immense moteur de recherche. Un numéro mène à une SIM mène à un IMSI, un IMSI mène à un dossier d'abonné, un dossier mène à un mail mène à une IP mène à un accès Internet. Une ligne touche un appareil, l'appareil touche d'autres lignes, et tout cela finit par former une constellation de corrélations. Ce qui est frappant quand on réalise tout ça, c'est à quel point on délègue sans savoir. L'opérateur voit tout, l'hébergeur voit tout, la plateforme voit tout. Et quand vous voulez reprendre la main, faire tourner vos propres services, vos propres outils sans dépendre de quelqu'un d'autre, eh bien la vraie question de l'infrastructure devient centrale. C'est exactement là qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Private Alps. Je vais être direct, Private Alps, c'est ce que j'aurais voulu trouver bien plus tôt. Un hébergeur offshore suisse, indépendant, en activité depuis 2019, qui a pris le problème à l'envers. Pas de KYC obligatoire à l'inscription, vous payez en crypto si vous voulez, en bitcoin, en Monero, il y a une cinquantaine d'options possibles. Pas de log,
et une architecture zéro trust. Ce qui veut dire que même leurs propres équipes ne peuvent pas accéder à ce qui tourne sur vos serveurs. Ça, c'est une posture, pas un argument marketing, et la différence se sent. Côté infrastructure, on est sur du sérieux. Data center tier 4 en Suisse, réseau à 1 terabit de protection ou DDoS, et une gamme complète. VPS, serveur dédié bare métal, GPU pour les workloads lourds, web hosting, VPN, et même de l'hébergement Tor si vous avez des besoins spécifiques. Tout est opéré en interne sur leur propre hardware et leur propre réseau. Pas de sous-traitance, pas de dépendance. Ce que j'apprécie aussi, ils ont développé leur panneau de gestion interne from scratch. Ça ne ressemble pas aux interfaces génériques qu'on voit un peu partout. C'est pensé pour ceux qui savent ce qu'ils font. Monter un VPS propre, déployer un reverse proxy, héberger une instance Nextcloud, un serveur Matrix, un nœud, un petit laboratoire de sécurité, tout ça se fait sans friction. Si ça vous intéresse, vous avez un avantage via mon lien en description, 10% de réduction sur l'ensemble des services Private Alps et 15% sur leur gamme Bar Metal. Allez, fin de la parenthèse, on reprend. Bon, tout ça, c'est dans le meilleur des mondes pour les enquêteurs, celui où le suspect utilise une ligne à son nom, correctement déclarée, avec une identité exploitable. Or, c'est pas franchement toujours le cas. Très souvent, surtout dès qu'on parle de délinquance, l'abonné n'est pas l'utilisateur réel. Et parfois, l'identité associée à la ligne est fausse, incomplète ou totalement fantaisiste. C'est là qu'entrent en scène les lignes jetables, les cartes prépayées remplies avec de fausses informations, les fameux burners. Sur le papier, la logique réglementaire est assez claire. Depuis 2015, les opérateurs ont l'obligation d'identifier leurs clients, y compris pour le prépayé. En pratique, la mise en œuvre varie énormément selon le canal et le prestataire. Chez certains opérateurs, si vous souscrivez en boutique, avec un contrôle direct, on peut vous demander une pièce d'identité et en conserver la copie. Là, tricher devient plus compliqué, sauf à fournir de faux documents. En revanche, si vous récupérez une SIM dans un bar tabac ou une boutique de téléphone, personne ne vous demandera rien. C'est à vous de vous identifier en ligne dans un délai de 15 à 30 jours avant que la ligne soit désactivée. Dans la pratique, vous faites ce que vous voulez. Sur l'ICA mobile ou les baras, vous pouvez saisir n'importe quelle information lors de l'enregistrement. Il n'y a aucune vérification de concordance avec une base de données d'état civil. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous gardez la ligne moins de 15 jours, la question ne se pose même pas. Il existe même des lignes vendues déjà enregistrées, avec des identités bidons. Remonter jusqu'au point de vente pour retrouver l'acheteur, c'est pas forcément le moyen plus simple. Théoriquement, on peut reconstituer la distribution de lots de cartes SIM, mais en pratique, elle passe par des grossistes, des intermédiaires et des réseaux de revente. Donc la traçabilité commerciale devient assez difficile à exploiter jusqu'à une personne physique précise. Obtenir des semaines après la bonne caméra, dans le bon point de vente, au bon moment, c'est pas franchement évident. Sauf si la ligne a été activée sur place, par exemple. Là, ça change tout. Il y a une communication réseau, il y a un bornage sur l'antenne du secteur, parfois un appareil utilisé pour l'activation. L'enquête peut aller un petit peu plus vite. J'ai eu une affaire exactement un peu sur le même principe. Des suspects achetaient systématiquement leur carte SIM dans la même boutique dans un coin paumé. Ce qui les a trahis, en fait, c'est que les numéros de série des packs qui est mis bout à bout ont permis de remonter jusqu'au bon revendeur. Et plusieurs de ces lignes avaient été activées sur place. Là, à partir de là, il n'y avait plus qu'à surveiller. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des lignes non attribuées ou attribuées à des identités fantômes du genre, parce que ce que je vous mets à l'écran, avec des adresses complètement bidons. Mais aujourd'hui, il n'y a plus seulement les cartes SIM physiques, il y a aussi les eSIM et les numéros virtuels. L'eSIM classique d'abord, même combat qu'avec une SIM physique. Même logique d'identification, même grand type de données, même trace sur le réseau. La différence, en fait, elle est vraiment uniquement dans le support. Là où ça devient plus intéressant, c'est pour les eSIM Data Only. C'est eSIM qu'on achète en ligne, en 2 clics, sans carte physique, souvent pour voyager ou pour avoir un accès data séparé. Celle que vous commandez pour avoir Internet à l'étranger. Alors, est-ce qu'on peut vraiment disparaître derrière une eSIM achetée anonymement? Une eSIM Data Only est volontairement limitée à une seule chose, faire passer de la data de l'Internet. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de SMS, et surtout, elle n'a pas de numéro de téléphone au sens habituel. C'est un choix de configuration et d'offre de service. C'est pas impossible, techniquement, mais ça ne se fait pas. Mais même sans numéro de téléphone, cette eSIM possède un identifiant clé qu'on a vu plus haut, l'IMSI. Quand votre téléphone active l'eSIM, il présente cet identifiant IMSI au réseau téléphonique. Le mécanisme lance alors une authentification cryptographique, donc c'est une espèce de petit défi auquel la SIM doit répondre avec les bons secrets, qu'on appelle AK, Authentication and Key Agreement. C'est exactement le même protocole que pour une SIM classique. Et ce que le réseau va apprendre, c'est que vous avez un abonnement valide et que vous pouvez l'utiliser. Donc, résultat, même sans numéro de téléphone public sur la carte SIM, vous êtes quand même parfaitement reconnu sur le réseau. Et est-ce qu'on peut identifier l'opérateur derrière cette eSIM? Oui, c'est assez facile en fait. L'IMSI n'est pas un identifiant opaque. Ses premiers chiffres encodent directement le pays et l'opérateur qui a délivré la carte SIM. C'est ce qu'on appelle le PLMN. Les 3 premiers chiffres, c'est le code pays. Les suivants, c'est le code opérateur.
et ces informations transitent à chaque connexion. Il existe même des bases de données publiques pour savoir à quoi ça correspond. Donc, si vous utilisez une eSIM Airalo, Olafly ou n'importe quel autre prestataire, sur le réseau, les enquêteurs savent très vite où regarder. Certains prestataires ont poussé le concept et des services comme Silent Link ou Nada Nada proposent des eSIM sans vérification d'identité, parfois avec paiement en crypto-monnaie et sans email nominatif. C'est ce qu'on appelle le No KYC pour Know Your Customer, l'absence totale d'identification à l'achat. L'idée, c'est de laisser le moins de données possible chez le prestataire. Et oui, dans ce cas, si on lui demande qui a acheté cette eSIM, il y a très peu de chances qu'il réponde. La voie administrative, la réquisition judiciaire, devient beaucoup plus compliquée pour les enquêteurs. Mais est-ce que ça suffit pour disparaître complètement? Eh ben non. Les enquêteurs ont deux grandes approches. La première, c'est donc la réquisition, identifier le prestataire, lui adresser une réquisition et récupérer ce qu'il a, une adresse mail, une IP d'activation, un moyen de paiement. Avec un fournisseur de eSIM no KYC très minimaliste, cette réquisition donne très peu d'informations parce qu'en fait, il n'y a rien à obtenir. La deuxième, c'est la voie technique. Et là, même avec une eSIM no KYC, ça laisse des traces. Et il y en a trois en particulier. La géolocalisation d'abord. Chaque fois que votre téléphone se connecte au réseau, il accroche des antennes relais. Ces antennes journalisent la connexion avec un eurodatage précis. L'opérateur d'accueil, sur lequel la SIM circule, sait où vous étiez à quelle heure avec une précision qui dépend de la densité du réseau. C'est conservé, c'est accessible sur réquisition. L'adresse IP ensuite. À chaque session data, l'opérateur vous alloue une IP. Elle est journalisée, elle peut être croisée avec les logs des plateformes que vous avez visitées. Et ça, c'est une trace qui reste, qui est durable, qui est exploitable. Et la troisième, plus redoutable, c'est toujours l'IMEI. L'IMEI identifie le terminal physique, le téléphone, et non la carte SIM. Le réseau le collecte systématiquement, indépendamment que ce soit une carte SIM physique ou une eSIM. Ce qui signifie que si vous mettez une eSIM anonyme dans un téléphone déjà connu, l'IMEI fait immédiatement le lien. On peut retracer toutes les SIM qui ont tourné sur cet appareil et tous les appareils sur lesquels cette eSIM a été utilisée. C'est une corrélation croisée qui est très puissante. Donc en résumé, une eSIM data only, no KYC, complique sérieusement la voie administrative. Mais elle ne supprime pas les traces techniques qui restent sur le réseau. Géolocalisation, adresse IP, IMEI, tout ça, ça existe indépendamment de ce que sait ou ne sait pas le prestataire sur vous. L'anonymat réel supposerait en plus un téléphone jamais associé à une identité, aucune corrélation comportementale, aucune erreur d'usage et une discipline opérationnelle extrêmement stricte. Autant dire que ce pas des conditions qui sont toujours réunies. Et puis, il y a l'autre outil souvent présenté comme magique, le numéro virtuel. Un numéro virtuel, c'est un numéro de téléphone qui n'est rattaché ni à une carte SIM physique, ni à une puce radio dans votre appareil. Il existe chez un prestataire qu'on appelle VoIP, dans le cloud. Les appels et les SMS transitent par Internet, pas par le réseau cellulaire traditionnel. Vous connaissez peut-être quelques noms: OnOff, Hachette, Burner, Textnow, MySudo. Vous créez un compte, vous prenez un numéro et vous pouvez recevoir ou émettre depuis n'importe quel appareil connecté. La différence fondamentale avec l'eSIM, c'est justement la rupture avec le réseau mobile classique. Avec une eSIM, votre téléphone accroche des antennes. Il y a du bornage, des traces radio, un IMEI capté par le réseau. Ça, on l'a vu. Avec un numéro virtuel, on sort de cette logique. On est sur de la connexion IP comme n'importe quelle application. Il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de géolocalisation sur le réseau téléphonique. Mais là encore, ça ne veut pas dire invisibilité. Le premier point d'entrée pour l'enquêteur, c'est le prestataire. Un numéro virtuel est toujours attaché à un compte. On identifie le provider, donc avec le préfixe du numéro, on lui adresse une réquisition judiciaire, et selon ses politiques de conservation, en fait, on peut obtenir l'email du compte, les adresses IP de connexion, le moyen de paiement, et parfois le journal de communication. ONOF, par exemple, conserve beaucoup de choses. L'environnement de compte, les historiques de communication et, selon les cas, le contenu des SMS transitant sur le numéro que vous avez attribué. Ce type de prestataire n'est pas invisible. Deuxième point d'entrée, l'adresse IP. À chaque utilisation de votre numéro virtuel, le service vous voit arriver depuis une IP. Sans VPN, en fait, cette IP remonte directement à votre fournisseur d'accès Internet. Troisième point d'entrée, les métadonnées. Qui a communiqué avec qui, quand, depuis quelle IP, sur quelle plage horaire. Le contenu peut parfois être bien protégé, mais les métadonnées, elles, restent souvent une mine d'or. Et le graphe de communication, donc c'est ce qu'on appelle la structure de vos échanges, les numéros avec lesquels vous revenez régulièrement, peut suffire à vous replacer dans un réseau sans même lire un seul message. Carte prépayée sous fausse identité, ici numéro virtuel, les techniques ne manquent pas pour tenter de se dissimuler. Et ça, le brigadier Dumont le sait très bien. Face à une ligne difficile à attribuer, il lui reste deux grandes options. Soit il remonte la piste donnée par donnée, identifiant par identifiant, soit il attaque l'outil de base de tout enquêteur, ce qu'on appelle la FADET. La FADET, pour facture détaillée, c'est plus exactement dans le langage d'enquête un ensemble de données de communication détaillées. Un outil fondamental.
Ça mérite une vidéo entière à lui seul, mais on va voir quelques principes essentiels. Dès qu'une SIM est insérée et active dans un téléphone, elle génère des traces. Et ces traces ne commencent pas seulement quand vous appelez quelqu'un. Elles commencent dès la présence, dès l'activation sur le réseau téléphonique. Il y a d'abord ce qu'on appelle les événements réseau. Le simple fait que la SIM soit allumée, pas en mode avion et attachée, déclenche des enregistrements. Changement de cellule, mise à jour de localisation, attachement, détachement, même silencieuse, une ligne mobile vit techniquement. Ensuite, il y a les événements de communication les plus évidents, donc les appels, les SMS, les MMS, les sessions data. Chacune génère un enregistrement. Ces données sont conservées pendant 1 an. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une fadette? Déjà, on a le correspondant. On a le sens de la communication. On sait si c'est un SMS, un MMS, un appel vocal, une connexion Internet. On sait l'IMEI du terminal, l'IMSI de l'abonné, qu'on a déjà vu un peu plus haut dans la vidéo, et la cellule radio qui est utilisée, donc l'antenne relais concernée avec son adresse. Vous changez de SIM 15 fois par jour dans le même téléphone, ça laisse des traces. Vous changez 15 fois de téléphone avec la même SIM, ça laisse des traces. Vous mélangez plusieurs téléphones et plusieurs SIM, ça laisse des traces aussi. À partir du moment où vous mettez une SIM dans un téléphone, vous créez un lien. Et ce lien contamine tout l'environnement technique. Une ligne touche un appareil, l'appareil touche d'autres lignes, et tout finit par former ce que j'appelle une constellation de points de corrélation. Plutôt que de faire une liste interminable de tous les cas possibles pour identifier à l'aide d'une fadette, vous pourrez voir ça dans une autre vidéo complète, on va en voir 3 qui sont très parlants et qui illustrent comment on identifie le véritable utilisateur d'une ligne. Déjà, on a les correspondants. À partir d'une fadette, on peut très vite trier les personnes avec lesquelles une ligne échange le plus. Si j'identifie les 5 contacts principaux d'une ligne, je sais déjà qui ils sont, où ils vivent, comment ils se relient à l'utilisateur recherché. Que ce soit père, mère, conjoint, frère, collègue. Et si le lien n'est pas évident, c'est pas grave. On va croiser leurs propres usages, leur propre adresse, parfois leur propre fadette, pour voir où les lignes se rejoignent géographiquement, où elles dorment, où elles circulent ensemble. Et même si vous n'appelez presque jamais, malgré tout, vous recevez quand même des traces qui sont parlantes. Ça va être un SMS bancaire, un code de confirmation d'un réseau social. Une simple réquisition supplémentaire peut alors suffire à relier la ligne à un compte précis avec d'autres données déclarées. Ensuite, la localisation. Vous bornez tout le temps. Le lieu où votre téléphone est le plus souvent stationnaire la nuit, c'est souvent là où vous dormez. Le lieu où ils seront régulièrement le matin et restent en journée, c'est souvent votre lieu de travail. Une fois ces 2 pôles identifiés, en fait, on peut déjà réduire considérablement un champ de suspect. Et si on ajoute des caméras de surveillance, un fichier de véhicule, d'autres lignes corrélées, la silhouette devient de plus en plus nette. Je vois souvent passer l'idée du double téléphone, un propre pour les activités légales et un autre pour des usages très discrets, parfois utilisé uniquement comme point d'accès internet avec une eSIM. Mais le problème, c'est que ces 2 lignes se déplacent ensemble tout le temps. Elles accrochent les mêmes antennes aux mêmes horaires, avec les mêmes routines. Il devient assez facile de comprendre qu'elles appartiennent à la même personne, même sans annuaire et même sans identité déclarée. Et enfin, votre connexion internet. Une connexion internet, c'est une adresse IP. J'ai une vidéo dédiée à ça, je vous mets le lien en description. Même logique de recherche inversée. En interrogeant les grandes plateformes, on peut obtenir les comptes mail ou réseaux sociaux associés à une adresse IP. Ces mêmes plateformes auront aussi journalisé peut-être d'autres adresses IP, celle de votre box, votre lieu de travail, le Wi-Fi d'un proche, et ça peut fournir suffisamment d'éléments pour obtenir votre numéro de téléphone, une adresse email ou tirer d'autres fils. Si vous devez retenir une chose, c'est ça. Les données laissées par votre téléphone, même quand vous utilisez une ligne jetable, tissent autour de vous une toile qui mène, tôt ou tard, à quelque chose de très personnel. C'est pas toujours une identification certaine, c'est pas immédiat, c'est pas à coup sûr. Mais avec des habitudes, des proximités, des correspondants, des routines, et mis ensemble, ces éléments forment un tout beaucoup plus parlant qu'une simple identité déclarée. À la fin, la vraie question n'est pas seulement à qui appartient officiellement cette ligne, c'est est-ce qu'on peut démontrer que vous êtes bien la personne à laquelle on attribue les usages, les déplacements et les communications de cette ligne mobile. Et c'est précisément là que la carte SIM devient l'ennemi intime de la vie privée. Parce qu'elle n'est pas seulement un support, elle est un pont entre votre appareil, le réseau, vos habitudes, vos lieux, vos relations. Le réseau cellulaire n'a jamais été conçu pour vous rendre invisible. Au contraire, il a été conçu pour vous reconnaître, vous authentifier, vous acheminer, vous facturer et au besoin vous retrouver. Merci au sponsor de cette vidéo, Private Alps. Toutes les informations sont en description. On se retrouve bientôt. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a appris quelque chose. On se retrouve en commentaire pour en parler. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.